Il a expliqué après combien de pression, combien de centaines d'heures d'enquête, combien de menaces, comme il a interprété que la menace de la part des enquêteurs, il a donné ses aveux contre Binyamin Netanyahou. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Philippe Koskas. Bonjour Philippe, Boker Tov. Boker Daniel. Alors on a besoin de votre éclairage pour mieux comprendre ce qui s'est passé hier au tribunal de district de Jérusalem dans le procès de Binyamin Netanyahou. C'était le premier jour du contre-interrogatoire de l'avocat de la défense, mais de Binyamin Netanyahou cette fois-ci. Et on peut dire que ce premier jour a été riche en révélations de toutes parts. Qu'est-ce qui vous a surpris ? Vous avez revu un peu les détails de cette journée. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans ces déclarations de Shlomo Filber et dans les questions posées par l'avocat Yoav Bensour? Juste préciser quand même à nos auditeurs que Shlomo Filber est un témoin à charge de Binyamin Netanyahou, puisqu'il a signé un accord avec l'État lui donnant une sorte d'immunité d'une part et contre un témoignage à charge contre Binyamin Netanyahou, et on s'est aperçu hier, en fait, il a continué tout à fait sa ligne qu'il avait fait lors de ses anciennes enquêtes, c'est-à-dire qu'il explique, Shlomo Filber explique de manière tout à fait claire dans quelles circonstances ces aveux ont été donnés. Et d'ailleurs, il en a lourd, j'allais dire, contre les enquêteurs et contre la police. Et on doit dire qu'il s'est passé hier, mais ça a été vraiment, à mon avis, le top de ses explications. Il a expliqué après combien de pression, combien de centaines d'heures d'enquête, combien de menaces, comme il a interprété que la menace de la part des enquêteurs, il a donné ses aveux contre Binyamin Netanyahou. Alors, cela veut dire que il y a eu, en fait, on peut dire que Yoav Bensour a bien monté, on va dire, son interrogatoire, son contre-interrogatoire, parce que il a commencé à expliquer que, en fait, quasiment jusqu'à ce que Shlomo Filber ne soit interrogé par les enquêteurs de la police, il n'avait pas de grief envers Binyamin Netanyahou sur la manière dont il avait géré ses dossiers, entre autres le fameux dossier Alovitz, Bezek, voilà. Oui, en fait, le témoignage de Shlomo Filber vient essayer, en tout cas pour le procureur, essayer de prouver le lien qui existe entre Binyamin Netanyahou d'une part et l'accord qui a été fait entre Bezek et Vala. Donc, si vous voulez, ce lien, ils essaient de prouver au tribunal que c'est Binyamin Netanyahou qui a envoyé Shlomo Filber, qui a dirigé Shlomo Filber pour faire cet accord. Or, Shlomo Filber, ce qu'il a dit hier, c'est pas du tout ça. Il a dit que, en fait, ces aveux qu'il a donnés, donc il avait donné des aveux dans ce sens, ou un témoignage dans ce sens, eh ben, ça a été fait un petit peu par la contrainte. Il s'est senti un peu menacé, il a senti sa famille menacée, et que finalement, il a donné un témoignage qui n'était pas totalement vrai. Donc, si vous voulez, on le voit hier se retourner complètement. On l'avait vu déjà pendant l'interrogatoire central qui avait été fait par la procureure. Par le procureur. On avait déjà constaté qu'il y avait une grosse friction entre lui et le procureur, à tel point que le procureur voulait le déclarer comme, j'allais dire, un témoin adverse. C'est-à-dire qu'il y avait la possibilité de le contre-interroger. Et donc on avait bien vu cette ligne-là. Mais si vous voulez, l'apogée de cette ligne a eu lieu hier, où en fait, il dit, sans le dire, mais il le dit quand même, que le témoignage qu'il a donné contre Binyamin Netanyahou, ma foi, n'était pas exact, que Binyamin Netanyahou, en fait, ne l'a pas dirigé, qu'il s'est dirigé tout seul, qu'il a toujours été le phare pour lui, ça a été l'intérêt de l'État, et que c'est lui, en fait, il est monté au créneau, en fait, en gros, sur toutes ces décisions. Alors, et puis il y a quelque chose qui est stupéfiant dans son témoignage, c'est qu'il dit les enquêteurs ou l'un des enquêteurs m'a dit donne-nous la tête de Binyamin Netanyahou. Absolument. Alors, ce qu'il faut voir quand même, c'est que, mais ça c'est valable dans toutes les enquêtes, la procédure israélienne est basée sur des aveux et sur des témoignages.
Et les gens, ma foi, ne donnent pas des aveux de manière aussi spontanée que ça. Et bien souvent, les enquêteurs doivent faire rentrer la personne qui doit avouer dans le système de pression. Et ça se passe dans toutes les enquêtes. Et ça s'est passé également dans cette enquête-là. C'est-à-dire qu'on voyait bien que les enquêteurs essayent d'aller jusqu'au bout du bout. Et d'ailleurs, ce qui est marqué, c'est que toutes ces enquêtes ont été filmées d'ailleurs, et que le donne-moi la tête de Binyamin Netanyahou ne figure pas dans les sous-titres. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Mais écoutez, c'est pécher le faux pour avoir le vrai, ou pécher le vrai pour avoir le vrai. Bien souvent, les enquêteurs, et ça tout le monde le dit, que une enquête, c'est pas une partie de plaisir. On parle de mettre les gens. Vous pensez bien que je dis les havdil, et je sépare évidemment les catégories, qu'un terroriste ne va pas avouer de sa propre volonté, qu'un voleur ne va pas avouer de sa propre volonté. Bien souvent, il faut faire rentrer la personne dans un système de pression. Et la question de savoir est-ce que c'est une pression légitime ou une pression non légitime. Et là-dessus, il y a un droit complet qui s'appelle d'ailleurs le droit des preuves, qui dit que quand on fait une pression non légitime, on annule l'aveu. Mais par contre, une pression dite légitime est acceptée au tribunal. Alors, justement, qu'est-ce que c'est une pression non légitime ? Est-ce que, par exemple, dans le cas précis, ce qui s'est passé, et il faut rappeler, vous avez parlé de terroristes, là, il s'agit de l'enquête contre un Premier ministre. C'est-à-dire, il n'est pas accusé, d'assassiner. Il est accusé peut-être de corruption. C'est-à-dire, on essaye de faire un lien corruptif entre l'affaire Bézek et les contreparties, la couverture médiatique bénéfique qu'il aurait pu avoir. C'est de ça dont il s'agit. Donc c'est pas un criminel. Est-ce que, à votre avis, c'était illégitime ? Regardez, c'est pas illégitime à mon avis, parce que la Cour suprême là-dessus, et puis il y a là-dessus également des consignes qui ont été données aux enquêteurs. On annule des aveux. Et là, c'est pas vraiment un aveu, ça. Attention, c'est autre chose. On se parle pas dans le cadre d'un aveu. Un aveu, c'est une personne qui va avouer contre lui-même. C'est un témoignage contre Binyamin Netanyahou. J'allais dire que celui qui doit défendre le témoignage de Shlomo Filberg, c'est le procureur. C'est pas Binyamin Netanyahou, bien entendu. Donc il faut que ce témoignage-là est clair qu'il est venu très aterni. Il est devenu très aterni. Alors le juge va toujours vérifier. Il va vérifier, mais il a donné une version hier au tribunal. Enfin, dit hier, mais c'était toute la version qu'il a donnée dans son contre-interrogatoire et son interrogatoire. Il a donné une autre version devant la police, et puis le juge va devoir croire quelle était laquelle des deux versions qui était la meilleure, qui était la vraie. Mais ceci dit, on annule des aveux, pour répondre à votre question, que s'ils ont été donnés suite à des promesses. Par exemple, je vais te libérer dans les 24 heures, je vais libérer des enfants, tes enfants. Il a été fait des promesses qui sont illégitimes. Donc l'aveu a été donné suite à mais si l'aveu a été fait, suite à une violence physique, et voire même dans certains cas une violence psychologique. Ce sont les cas, si vous voulez, extrêmes. Dans le cas, on annule des aveux, où on peut annuler un témoignage s'il a été donné suite à ça. Par exemple, là, dans le cas précis. Il a été donné, c'est vrai que ça peut choquer, enfin moi-même ça m'a choqué aussi, mais si vous voulez, on n'en arrive pas au stade où le témoignage de Shlomo Filberg qui a été donné à la police devient illégitime parce qu'un enquêteur lui a dit « Donne-moi la tête de Binyamin Netanyahou ». Et s'il lui a dit attention, si tu ne témoignes pas contre Netanyahou, on te chargera à toi. Alors oui, ça reste déjà, on rentre déjà dans des zones qui sont plus dangereuses. Mais ceci dit, Shlomo Filberg a bien dit aussi dans son témoignage, il n'a pas non plus voulu, il a joué un petit peu entre les différents mondes. Il n'a pas dit que son témoignage a été donné suite à des promesses illégales. Il n'a pas dit ça. Ouais. Il n'a pas dit que ses enquêteurs lui avaient promis. Il a dit, il s'est senti pressé. Il s'est senti fatigué. Mais donc, si vous voulez, je ne suis pas sûr que on va pouvoir annuler ce qu'il a donné à la police. Alors, le problème, c'est de savoir est-ce que le juge va croire la version qu'il a donnée à la police ou la version qu'il a donnée hier au tribunal. Alors justement, c'est-à-dire le juge, on les voit écouter. On voit un juge, je crois que c'est Shoham qui est le plus actif. Est-ce que vous connaissez bien l'une des juges, la présidente du tribunal?
tribunal. Est-ce que on peut plus ou moins déjà évaluer ce que pensent les juges de ce qui se passe dans le tribunal ? Non, je crois qu'il est absolument, si vous voulez, le rôle d'un juge à ce stade-là est d'être passif, d'écouter, de questionner pour essayer de se cristalliser une idée. Mais il est absolument très difficile de savoir ce que les juges vont penser à ce stade. Il faut voir qu'un procès comme ça, qui est un procès fleuve, c'est un peu comme un vitrail où il y a des milliers de petites pièces. Et si vous voulez, ce n'est qu'en fin, j'allais dire que je suis pas vitreur, hein, mais c'est en fin de la composition du procès, on pourra voir dans quelle tendance en fait les juges iront. Moi-même, j'ai fait donc mon stage au tribunal et je voyais le juge, donc le juge avec qui j'ai fait mon stage. Goldberg, Zichrono Livracha, il avait tendance à ne jamais se prononcer lors d'un procès, jamais. Et j'allais dire que même des fois, selon quand il faisait son analyse juridique et la rédaction de ses jugements, ce n'est que dans les dernières lignes de ses jugements qu'il se prononçait à droite ou à gauche. Il laissait le droit et l'analyse juridique courir devant lui, il faisait son interprétation et à la fin décider. Donc je veux dire que c'est dans des cas comme ça, c'est très difficile pour un juge, d'autant plus que c'est très factuel de pouvoir se prononcer d'un côté ou de l'autre. Alors, en attendant de se prononcer, moi je voudrais avoir votre appréciation de juriste, c'est-à-dire parce que Shlomo Filber, c'est le deuxième témoin à charge qui est interrogé. On a déjà eu après l'interrogatoire de Nir Refet le sentiment d'un malaise, hein, c'est-à-dire que là aussi les enquêteurs avaient extrait des aveux de Nir Refet. Là aussi, c'est très tendancieux et il y a la question de dire est-ce que même si après Shlomo Filber a reconnu qu'il y avait peut-être une conversation directe entre Netanyahou et lui sur l'affaire Bézek, voilà, que Netanyahou aurait dit règle-moi ça avec un geste comme ça un peu de balayement de la main. Est-ce que ça c'est à votre avis ça c'est de la corruption ? Ça peut être considéré comme de la corruption ? Non. Il faut voir quand même, un procès, il faut analyser pas un procès au niveau d'un témoignage ou d'un autre. Il faut voir le contexte général du procès. Et ça, là-dessus, on le verra évidemment, plus le procès avance et plus on le comprend. Mais si vous voulez, tel ou tel témoignage n'est pas forcément si déterminant. Pourquoi le témoignage de Shlomo Filber était si important pour le procureur, c'est qu'il voulait montrer en fait que Binyamin Netanyahou avait donné l'ordre donc de la fusion entre Bézek et Ouallah, mais parce qu'il avait conscience qu'il en profiterait personnellement par une couverture médiatique favorable. Ouais. Or, cet élément-là, si vous voulez, ce lien par l'intermédiaire de Shlomo Filber, a priori, si on croit Shlomo Filber dans sa version d'hier, hein, parce qu'il se peut que le juge dise non, moi je considère que peut-être que Shlomo Filber a changé d'avis, mais moi je crois ce qu'il a dit avant. Mais admettons qu'on analyse ce dossier dans le sens de Binyamin Netanyahou, il y a quand même d'autres pièces. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pièces, il y a des coups de téléphone qui avaient été faits sans fin entre Sarah Netanyahou, le fils de Binyamin Netanyahou et Vala, qui a invectivé le journal, en fait, le site internet, a donné une couverture médiatique et a corrigé les titres. Il y a les témoignages des employés de Vala. C'est-à-dire que si vous voulez, il faut voir le procès dans son contexte général. Alors, il est clair que ça aurait été très facile si jamais Shlomo Filber avait témoigné vraiment en défaveur de Binyamin Netanyahou. Il aurait fait un lien tout à fait clair de conscience entre Binyamin Netanyahou et la fusion qui avait été faite. Alors là, ça n'a pas été le cas, mais il faut garder quand même ça, un procès, ça se juge, c'est un procès qui va durer longtemps. Il risque de durer encore au moins 1 an et demi ou 2 ans. Donc il faudra voir vraiment le contexte général et ne pas réagir sur tel et tel témoignage. Une dernière question, Philippe. La présence de Binyamin Netanyahou. Binyamin Netanyahou était hier au tribunal et ce n'est pas un hasard. Est-ce que vous pensez que ça a un impact sur Shlomo Filber ? Moi, j'en suis persuadé. On en avait parlé d'ailleurs lorsque, je crois, d'une dernière interview. Ouais. Et j'avais évoqué d'ailleurs, il y a un impact psychologique tout à fait clair.
clair. Et c'est pas pour rien que Binyamin Netanyahou soit venu à l'audience. Shlomo Filberg admire Binyamin Netanyahou. Et la présence de Binyamin Netanyahou dans l'audience a évidemment influencé, enfin à mon avis, le témoignage de Shlomo Filberg hier. C'est comme si il voyait un mentor à lui qui était présent et il a du mal d'aller contre lui. Si vous voulez, c'est un petit peu comme ça. C'est vrai que Binyamin Netanyahou a une présence magnétique, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il a bien décidé des audiences auxquelles venir. Donc, si vous voulez, de la part de Binyamin Netanyahou, de ses avocats, je crois qu'il y a un sans faute, en tout cas dans la gestion de ce dossier. Eh bien, maître Philippe Koskas, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces derniers développements importants dans ce procès de Binyamin Netanyahou. On reste en contact pour ce procès fleuve, comme vous le disiez, qui risque de se prolonger encore pendant plus d'1 an. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée à vous.